207 militants écologistes ont été assassinés dans le monde en 2017. La journaliste Elisabeth Schnetter veut faire connaître le combat de ces héros de l'environnement. Elle est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Elisabeth Schnetter. Bonjour. Merci d'être là. Alors les héros de l'environnement, c'est le titre donc de votre livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil en partenariat avec l'association Reporter, qui est aussi le quotidien, on peut dire, de l'écologie sur Internet. Je précise aussi que vous aviez créé un magazine de la langue française et de la francophonie. Et puis Reporter, on peut dire, c'est un site avec lequel vous collaborez d'ailleurs depuis 4 ans. C'est le site de l'écologie politique indépendante, ce site. En fait, Reporter est un magazine qui est sur Internet et qui est l'un des seuls médias à parler des luttes environnementales et de l'écologie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, Les héros de l'environnement? Eh bien, justement, je fais une veille pour Reporter depuis un peu plus de 4 ans. Et je vois passer toutes les nouvelles sur les luttes environnementales dans le monde. Et j'ai été frappée par l'augmentation du nombre de militants tués, sans parler évidemment de ceux qui sont harassés, tabassés, harcelés, mis en prison injustement, etc. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que s'opposer par exemple à la déforestation ou à la construction d'un barrage, ça peut coûter la vie. Eh bien, hélas, c'est vrai. Ouais. Et ça arrive très souvent, puisqu'il y en a environ 4 par semaine qui sont répertoriés comme se faisant tuer. Donc c'est un vrai problème, d'autant que dans le monde, comme on a pu le voir dans votre journal, les catastrophes environnementales qui devraient nous avertir ne manquent pas. Ouais. 207 militants, donc activistes, écologistes, assassinés en 2017, c'est un chiffre énorme. C'est énorme, oui, et on l'ignore. Et on peut dire que votre livre, en fait, c'est un hommage au combat de ceux qui sont morts, mais il y a aussi ceux qui luttent aujourd'hui, et heureusement, ceux-là sont toujours en vie. On va d'abord parler de ceux qui ont payé de leur vie. Vous citez par exemple l'exemple de Berta Cáceres Flores, qui est une autochtone indienne du Honduras, qui a été assassinée en 2016. Vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui lui est arrivé? Berta Cáceres, c'est une femme qui m'a beaucoup touchée. Elle vivait au Honduras, qui est un petit pays qui connaît de grandes violences. Elle avait fondé en 1993 avec son mari un comité de défense du peuple Lenca qui s'appelait le COPIN, parce que ces gens sont évidemment aux premières lignes de l'avancée d'industrie, notamment les mines, qui dans le pays dévastent les forêts et tous les paysages. Donc le cas particulier qui a fait qu'elle a été assassinée, c'est un barrage qui était sur une rivière qui s'appelle la rivière Gualcarque. Et le barrage était le barrage de Aguasarca. Ce barrage devait fournir de l'électricité pour les mines et pas pour les gens. Et il détruisait une rivière qui est sacrée pour son peuple. Elle a mené une lutte contre ce barrage. Et c'est à cause de cette lutte qu'elle a été assassinée chez elle une nuit. Et vous le dites d'ailleurs qu'il y a au moins 10 membres de l'association indigène qu'elle avait fondée qui ont été assassinés. Aussi, voilà. Et donc c'est des choses qui ne peuvent pas laisser indifférents et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes officielles en Honduras? Alors, est-ce qu'il y a eu des condamnations? Je raconte dans le livre les péripéties de l'enquête qui valent la peine d'être lues. Et la semaine dernière devait s'ouvrir le procès de quelques personnes qui ont finalement quand même été arrêtées et qui attendent en prison un jugement. Le procès a été remis parce que les conditions pour qu'il se tienne de façon équitable et normale n'étaient pas réunies. Mais je pense qu'il va recommencer bientôt. En tout cas, elle, sa famille et le copine sont l'objet d'une campagne de diffamation au Honduras en ce moment. Et dans ce cas-là, au Honduras, mais aussi dans d'autres cas dans le livre, vous dénoncez une sorte de terrorisme d'État, et souvent d'ailleurs avec la complicité, en l'occurrence au Honduras, des États-Unis. Les États-Unis, en fait, donnent de l'argent, subventionnent le Honduras pour lutter contre le trafic de drogue qui existe, mais on s'aperçoit que les milices qui sont armées avec cet argent se retrouvent souvent sur le site, sont souvent impliqués dans des assassinats. L'argent ne sert pas à ce à quoi il devrait servir. Voilà. Alors avant Berta Flores, il y a eu un combat qui est resté célèbre, c'est celui de Chico Mendes au Brésil. Alors lui, il a défendu la forêt amazonienne, il a été tué en décembre 88. Lui défendait des petits producteurs de caoutchouc. Alors lui faisait remarquer que les petits paysans locaux et les autochtones peuvent exploiter la forêt d'une façon durable.
Et c'est-à-dire que eux, en tant que récoltants de caoutchouc, n'avaient rien à voir avec les industries qui, elles, ne laissent rien derrière. Ouais. Voilà. Et il a organisé les paysans pour résister à la transformation de son lieu de vie, de sa forêt. Oui, et la déforestation aussi du Brésil. Bien sûr, puisque parce que c'était les éleveurs aussi. Oui. Alors il y avait les éleveurs aussi. Qui, voilà, enfin, c'est tout un ensemble, industrialisation plus élevage. Alors je disais, il est mort en 88. Est-ce que la mort de Chico Mendes a servi à quelque chose? Où en est la déforestation de l'Amazonie? Hélas, je pense que l'Amazonie ne va pas bien et son combat n'a pas réellement servi à grand-chose, puisque symboliquement, on a créé une réserve et on l'a nommé héros de l'environnement. Mais il y a des projets en ce moment même pour continuer à ouvrir de nouvelles mines et de nouveaux projets de déforestation. Alors il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. On peut parler aussi de cette écologiste célèbre qui est très connue, c'est Diane Fossey, qui défendait les gorilles dans le parc des Virunga au Rwanda. Elle a été assassinée en 85. Elle a été assassinée et grâce à elle, le nombre des gorilles a augmenté. Mais récemment, les choses empirent. Des guides, des rangers du parc ont été assassinés et le parc est pour l'instant fermé. Qui est-ce qu'elle dérangeait en fait dans ce parc? On ne sait pas bien qui elle dérangeait. Elle dérangeait toutes sortes de gens. Elle dérangeait aussi bien les gens qui veulent de la viande de gorille, et ça, il y en a beaucoup, puisqu'on s'aperçoit que même à Orly, on en importe. C'est incroyable. Et elle dérangeait aussi apparemment des trafiquants d'or et toutes sortes de gens qui avaient probablement un soutien officiel. Alors il y a plusieurs combats, on ne va pas les citer tous. Il y a par exemple aussi l'écrivain nigérian, c'est un intellectuel nigérian, Ken Saro-Wiwa, qui a été pendu en 1995 sur ordre du gouvernement parce qu'il avait dénoncé des massacres écologiques, notamment provoqués par des régions, par des entreprises pétrolières au Nigeria. Et là, au Nigeria, c'était Shell qui polluait et qui détruisait toute la zone de vie des Ogoni, son peuple. Et Ken Saro-Wiwa, en fait, était un écrivain. Il écrivait des séries télé plutôt amusantes. Et il a fini par revenir et défendre son peuple en organisant il réunissait les gens qui se mettaient et qui défendaient les parcelles, exactement comme sur l'image de mon livre. Mais évidemment, il a été arrêté. Il a été arrêté parce qu'à l'époque, le gouvernement était très influencé par Shell. Alors, une autre histoire très connue ces dernières années, qui est d'ailleurs toujours en cours, c'est en Équateur, donc contre le groupe Texaco Chevron, qui aurait dévasté, vous le dites, au moins 20 000 hectares de forêt en Équateur. Le procès est toujours en cours. C'est terrible. Chevron avait été condamné à payer 9,5 milliards de dollars. C'est une très longue histoire que j'ai essayé de résumer dans mon livre, et je n'arrive pas même à évoquer toutes les ramifications, puisque l'entreprise a, paraît-il, dépensé 2 milliards de dollars et mobilisé 2000 juristes pour se battre contre un jugement énoncé par une cour en Équateur. Donc je crois que le jugement est intervenu en 2011. Il s'était condamné à 9,5 milliards de dollars d'indemnité et il refuse de payer. Alors, il refuse de payer et ils ont décidé de déplacer le combat juridique du fond, c'est-à-dire qu'ils ne nient pas la pollution, mais ils attaquent le jugement en prétendant que le juge aurait été corrompu et qu'on lui aurait fourni le jugement clé en main. Ce qui a été démontré comme faux. Ils ont eux-mêmes, en fait, payé un témoin, et le témoin s'est rétracté en avouant qu'il avait été payé. Et malgré cela, c'est très compliqué, c'est un long truc. Mais en tout cas, c'est un des combats qui a été mené par le président Correa. Quand le président Correa est arrivé, l'Équateur est devenu plus indépendant des influences des multinationales. Et c'est pour cela que le jugement a pu avoir lieu. Mais là, il n'est plus au pouvoir. Ce jugement a été confirmé par toutes les cours de l'Équateur. Et les juristes et les juges de l'Équateur sont dignes de respect. Alors, Chevron fait tout pour que ce jugement ne puisse pas être exécuté. Je ne veux pas vous arrêter, mais il y a tellement de choses et le temps passe. Il faut lire le livre. En fait, oui, il faut lire le livre parce que ce que vous décrivez, c'est un système, en fait. C'est l'impunité des grandes entreprises, des multinationales, souvent, et avec la complicité des États. Hélas, oui, il y a un système qui fait qu'on n'arrive pas à poursuivre les entreprises. Et j'ai d'ailleurs écrit un certain nombre d'articles pour Reporters qui parlaient du problème d'une clause de règlement des différends dans les différents traités commerciaux. Cette clause permet aux entreprises d'attaquer les États qui prennent des décisions
contraires à leurs bénéfices. Ouais. Or, récemment, pour revenir à l'histoire de Chevron, à La Haye, un juge arbitral, d'après une clause identique, qui était signée entre l'Équateur et les États-Unis, ont condamné l'Équateur, qui n'est pas partie prenante au procès entre Chevron et les paysans équatoriens, a condamné l'Équateur à payer des dommages et intérêts à Chevron, ce qui est quand même assez... Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, Emmanuel Macron, vous en parlez dans le livre, il avait lancé en 2017 un projet de pacte mondial pour l'environnement. Vous entendez quelque chose de ce pacte? Écoutez, pour l'instant, j'attends de voir ce qui va arriver, mais j'ai vu que son ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, a démissionné en dénonçant justement la présence des lobbies au cœur même des décisions. Cette démission, Nicolas Hulot, elle est liée à l'impuissance des États? Elle est liée en tout cas à la présence d'influences très fortes au sein même des instances de décision. En tout cas, je renvoie à ce livre, tout ce dont vous parlez hier et beaucoup d'autres, comment dirais-je, combats de ces héros de l'environnement. Donc, c'est aux éditions du Seuil en partenariat avec Reporter. D'ailleurs, je renvoie à votre site qui est très bien fait, c'est www.reporter.net. Voilà, je conseille à tous ceux qui sont intéressés par ces combats d'aller voir et de vous suivre sur ce site d'information. Merci beaucoup.